Bonjour à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui et merci en particulier aux membres du jury d'avoir accepté d'examiner ce travail de thèse. Je vais donc vous présenter ma thèse intitulée Des principes agronomiques à la pratique, décrire et interpréter les dynamiques d'adoption des cultures associées en France. Cette thèse a été préparée à l'UMR SADAP sous la direction et l'encadrement de Philippe Martin et Marco Carodi. Alors, les diapos ne passent pas. Pour commencer, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Dans cette thèse, on se situe dans un contexte de transition agroécologique pour laquelle la diversification des systèmes de culture a été identifiée comme l'un des leviers pour aboutir à cette transition des systèmes à la fois alimentaires et agricoles. Avec la diversification des cultures, on peut aboutir en effet à des systèmes qui sont plus écologiques, résilients et équitables. En particulier, dans cette thèse, on va s'intéresser à la partie agricole. La diversification des cultures peut prendre différentes voies et les différentes voies Xavier présentent Potiron. différents bénéfices. Et l'expertise scientifique collective sur la diversité végétale qui a été présentée par INRAE en 2022 a permis de faire un état des lieux de ces différentes voies et différents bénéfices. Donc, un des résultats de cette expertise scientifique collective est présenté ici avec ce schéma. Donc, on a en particulier de la diversification à la parcelle qui va donc de la diversification intraspécifique à interspécifique. Et plus particulièrement dans le projet Mobidiv dans lequel s'inscrit ma thèse, on va travailler sur les mélanges variétaux et les cultures associées. Donc, avant de continuer, je vais juste faire un point de définition. Dans ma thèse, dans l'expression culture associée, j'intègre à la fois les mélanges de variétés qui consistent à cultiver plusieurs variétés au sein d'une même parcelle et simultanément, et les mélanges d'espèces qui consistent cette fois à cultiver deux espèces ou plus sur une même parcelle simultanément ou en relais. On a différentes configurations possibles. On peut soit avoir des mélanges où toutes les espèces vont être récoltées en tant que culture principale ou intermédiaire. On a aussi la configuration où certaines espèces vont être récoltées et pas d'autres. C'est le cas des cultures accompagnées de plantes de service où les plantes de service vont être utiles pour éloigner certains bioagresseurs mais ne vont pas être récoltées. Et puis on a aussi les couverts végétaux en interculture. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux cultures associées? Eh bien, parce que c'est une voie de diversification qui présente de multiples bénéfices. On a des bénéfices agronomiques qui ont notamment été mesurés à partir d'expérimentations au champ ou en conditions contrôlées et qui ont montré que les cultures associées permettent une meilleure utilisation des ressources de par la complémentarité entre les différentes variétés et espèces, ce qui peut aider à stabiliser les rendements, voire les améliorer et également améliorer la qualité des productions. Les cultures associées permettent également un contrôle intégré des ravageurs et maladies et de créer des couverts plus compétitifs face aux adventices, ce qui plaide pour l'utilisation de cette pratique dans un objectif de réduction d'intrants chimiques. On a aussi des bénéfices pour les agriculteurs et agricultrices qui ont été mesurés principalement d'après des enquêtes localisées de type track aux innovations, où on a montré par exemple que cette pratique permettait de diversifier les productions, conférant plus de résilience aux fermes, ou d'améliorer l'autonomie protéique ou alimentaire pour les troupeaux, ce qui, in fine, peut conférer de meilleurs revenus pour les agriculteurs et agricultrices. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on observe en France? Eh bien, on a une augmentation des surfaces de culture associées. Donc ici, vous avez les mélanges variétaux de blé. Donc en ordonnée, la part de surface de mélange de blé tendre pardon, la part de surface de blé tendre en mélange variétal et en abscisse les années. Et on voit donc une augmentation avec une multiplication par 7,5 sur cette période et près de 20% des surfaces de blé tendre aujourd'hui qui sont cultivées en mélange variétal. En 2018, on avait eu un changement de réglementation qui a autorisé la commercialisation de mélanges de semences et ce changement a aussi participé à cette dynamique. Maintenant, du côté des mélanges d'espèces, je vous ai représenté ici en marron les parts de terre labourable cultivées en mélange d'espèces, tout type de mélange d'espèces confondu, et en jaune, les parts de mélange de céréales légumineuses, qui sont en fait les mélanges parmi les plus étudiés, en tout cas dans la littérature scientifique. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a aussi une augmentation ces dernières années, mais que ça ne représente que 3,2% des terres labourables ou 1% respectivement.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ces surfaces qui finalement restent faibles, notamment dans le cas des mélanges d'espèces? Eh bien, parce que les cultures associées font face à de nombreux freins. Donc, on a des freins d'ordre technique, liés notamment au manque de références ou au manque d'éléments de preuve sur les performances en conditions agricoles réelles, puisque je le rappelle, les bénéfices que j'ai présentés ont pour la plupart été démontrés grâce à des expérimentations en conditions contrôlées. On a des freins d'ordre matériel liés à des machines ou des réglages spécifiques à trouver pour cultiver ces associations, ou encore liés au stockage et au tri. Des freins d'ordre économique liés au manque de débouchés ou aux investissements nécessaires, ce qui renvoie en fait aux freins matériels également. Et puis des freins réglementaires liés notamment à la commercialisation de semences, à la collecte ou à la transformation. Mais la réglementation peut aussi être un levier, comme on l'a vu par exemple pour les mélanges de variétés. Donc, ces freins se rencontrent à différentes échelles. Les freins d'ordre technique, matériel et économique peuvent se rencontrer à l'échelle des systèmes de culture, exploitation et agriculteurs, agricultrices. Et ces freins matériels et économiques se retrouvent également avec les freins réglementaires à l'échelle des territoires et des filières. Donc finalement, on observe quand même de faibles taux d'adoption, notamment sur les mélanges d'espèces, et les effets de la pratique et ces modes de conduite en conditions agricoles restent mal connus, ce qui n'aide pas à lever ces différentes barrières. Et donc, face à ces constats, j'ai défini une question de recherche pour ma thèse. Donc, comment les cultures associées se positionnent-elles en termes de performance et quels sont les principaux facteurs en jeu dans leur dynamique d'adoption à l'échelle des exploitations et des territoires? Donc, pour répondre à cette question, j'ai décliné 4 sous-questions de recherche qui découlent en fait les unes des autres, mais je vous préciserai ça ensuite. Donc, la première sous-question de recherche, quels sont les impacts des cultures associées sur l'utilisation d'intrants chimiques et sur les productions? La deuxième concerne les principales caractéristiques des exploitations agricoles dans lesquelles sont adoptés les mélanges céréales-légumineuses. La troisième concerne les trajectoires d'adoption de ces mélanges céréales-légumineuses. Et la dernière, les modalités d'intégration de ces mélanges dans les exploitations agricoles et leurs impacts sur les dynamiques d'adoption qu'on peut observer à l'échelle des territoires. Donc, pour répondre à ces différentes questions, j'ai mobilisé le cadre conceptuel de l'agronomie des territoires qui permet d'étudier les interactions entre les activités agricoles et les dynamiques territoriales. Donc, en fait, en agronomie des territoires, on va étudier la cohérence au niveau de l'exploitation jusqu'à l'organisation spatiale des pratiques dans les territoires. Et en agronomie des territoires, il est assez commun de mobiliser une approche dite mixte où on va combiner en fait l'analyse de base de données, donc plutôt quantitative, et les enquêtes de terrain avec des analyses plutôt qualitatives. Et ce, à différentes échelles, et en l'occurrence ici, aux échelles système de culture, exploitation et territoire. Donc, pour repréciser un petit peu ma démarche de recherche suivant cette approche mixte et multi-échelle, pour répondre à la première question sur les impacts, j'ai utilisé une base de données, donc avec une approche plutôt quantitative, une résolution système de culture et étendue sur toute la France. Pour la deuxième question sur les caractéristiques des exploitations agricoles, j'ai mobilisé une autre base de données, celle du recensement agricole, avec des données à la résolution exploitation agricole, à la fois dans toute la France et aussi dans 3 sous-zones définies par département. Pour la troisième question, sur les trajectoires, j'ai cette fois utilisé une approche qualitative à partir d'entretiens semi-directifs, donc à l'échelle exploitation agricole et dans une zone définie par un collectif d'agriculteurs-agricultrices. Et pour la dernière question, je suis retournée vers une approche quantitative avec les données du registre parcellaire graphique à la résolution exploitation agricole et dans 2 zones définies par département. Donc, dans la suite, je vais vous présenter pour chacune des sous-questions les méthodes de manière un peu plus détaillée et quelques résultats. Donc, pour la première sous-question sur les impacts, comme je disais, j'ai utilisé une base de données, donc celle des données de ferme du réseau DEFI, le système d'information AgroSite, qui compte aujourd'hui 2000 fermes engagées pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. J'ai travaillé sur une période comprise entre 2010 et 2021 pour comparer les cultures pures et les mélanges, toutes choses égales par ailleurs. Donc, avant de rentrer dans les détails de la méthode, je vais juste faire un point sur ce que j'ai regardé exactement. Donc, d'un côté, j'ai regardé les mélanges de variétés de blé tendre et de l'autre, des mélanges d'espèces pour 4 espèces cibles parmi les plus cultivées en France, le blé tendre, l'orge d'hiver, le pois protéagineux et le colza.
Et j'ai regardé à chaque fois 3 indicateurs. Donc, dans les 2 cas, j'ai regardé l'indice de fréquence de traitement pour l'utilisation des pesticides et les marges brutes comme indicateur de production. Du côté des mélanges variétaux, j'ai aussi regardé le rendement, ce que je ne pouvais pas faire pour les mélanges d'espèces car je n'avais pas le niveau d'information suffisant pour traiter cette question. Par contre, sur les mélanges d'espèces, j'ai aussi regardé la quantité d'azote minéral apportée, puisque la complémentarité céréales-légumineuses est connue notamment comme un levier pour réduire l'utilisation de fertilisation azotée. Donc, sur la méthode, j'ai utilisé les données du réseau défi à partir desquelles j'ai calculé 36 variables agronomiques d'après un travail de Martin Lechenet et collègues pour caractériser des systèmes de culture. Donc, ces variables sont de l'ordre de la durée de la rotation, le nombre d'espèces dans les systèmes ou les fréquences de travail du sol, par exemple. Et j'ai sélectionné, donc dans le réseau défi, des systèmes de culture qui étaient en agriculture non biologique, en grande culture ou polyculture élevage, et qui avaient des données complètes sur ces 36 variables agronomiques pour pouvoir les caractériser. À partir de là, j'ai fait des paires de systèmes de culture, c'est-à-dire que d'un côté, j'avais des systèmes de culture avec la variété ou l'espèce pure que j'étudiais, et de l'autre, des systèmes de culture avec les variétés en mélange ou les espèces en mélange. Et j'ai cherché les systèmes de chaque côté qui étaient les plus similaires d'après la caractérisation par les 36 variables, et en rajoutant certaines contraintes pour faire des paires dans la même zone géoéconomique qui étaient dans le même type de système de production. Et j'ai rajouté aussi une contrainte sur l'année pour les mélanges variétaux, ce que je n'ai pas pu faire pour les mélanges d'espèces car je ne disposais pas d'assez de données. Donc finalement, j'ai obtenu pour le blé tendre en mélange variétal 36 paires à étudier et pour les mélanges d'espèces, 16 paires pour le blé tendre, 12 pour l'orge d'hiver, 30 pour le pois et 31 pour le colza. Et à partir de là, j'ai pu donc faire des tests de comparaison par paire pour comparer les niveaux d'IFT, les marges brutes, les rendements dans le cas des variétés et la fertilisation azotée dans le cas des espèces, à chaque fois en faisant variété pure versus mélange de variétés ou espèce pure versus mélange d'espèces. Donc, concernant les résultats, vous avez ici en haut en noir ce qui concerne les mélanges de variétés de blé tendre et en coloré ce qui concerne les mélanges d'espèces. Et il s'agit ici de différences d'IFT à gauche. Donc, quand on est dans le négatif, ça signifie qu'on a observé une réduction dans le cadre du mélange par rapport au pur. Alors, concernant les mélanges variétaux de blé, on a observé une diminution de l'IFT fongicide, donc de l'utilisation de fongicides dans le cas des mélanges, mais une augmentation des herbicides. Donc, au total, pas de réduction significative de l'IFT total. Et pour les mélanges d'espèces, en revanche, on a observé une réduction de pesticides de 40 à 72 dans le cas des céréales légumineuses, principalement comprises dans les catégories blé, orge et pois, mais pas de Clôturons, réduction Xavier. significative dans le cas du colza, qui était souvent associé à des plants de compagne, donc non récoltés. Et en ce qui concerne la fertilisation azotée, on a observé une réduction de la fertilisation dans le cadre de mélange à base de blé jusqu'à 38%. Maintenant, en ce qui concerne les productions, donc vous avez toujours en noir ce qui concerne le blé tendre en mélange variétal et en couleur les mélanges d'espèces. Donc, pour les mélanges variétaux de blé, on a observé des pertes de rendement qui se répercutent en fait sur les marges brutes et donc une perte aussi de marge brute. Et notre dispositif, notre méthode n'a pas permis de faire un suivi pour tester la stabilité interannuelle des mélanges sur les productions. Et pour les mélanges d'espèces, on a des marges brutes globalement conservées en comparaison au pur, sauf dans le cas du blé, mais c'est un résultat attendu puisque le blé pur, enfin le blé tendre reste une des cultures de rente les plus productives. Et donc quand on le met en mélange, eh bien forcément on en a moins et donc on a une perte de marge quand on regarde que le blé. Donc, en conclusion sur ces impacts, on a vu que pour les mélanges variétaux de blé et les mélanges de type colza plante de compagne, on n'avait pas de réduction significative d'intrants chimiques, mais des enquêtes menées par Baptiste Coupery et Rémi Ozanam ces 2 dernières années ont montré que ce n'était pas forcément un objectif recherché concernant les mélanges variétaux. De plus, dans notre jeu de données, sur les 36 cas étudiés de mélanges variétaux, 30 étaient en situation de polyculture élevage. Et donc, ça pose la question, puisque en polyculture élevage, un des objectifs avec les mélanges variétaux est plutôt de simplifier et d'être autonome sur la ferme et moins d'améliorer les rendements ou les marges.
Et donc, ces différences de performance posent aussi la question des règles d'assemblage, c'est-à-dire comment assembler, enfin, quelles variétés assembler ensemble ou quelles espèces pour atteindre ces objectifs de réduction d'intrants, si c'est un objectif énoncé. Maintenant, concernant les mélanges céréales légumineuses, on a vu qu'ils étaient performants pour la réduction d'intrants et les productions, mais qu'ils étaient moins répandus, puisque je rappelle qu'ils représentent seulement 1% des terres labourables actuellement. Et donc, ça pose des questions de dans quel contexte est-ce qu'ils existent et quels facteurs peuvent favoriser leur adoption. Et donc, ceci nous a mené à cette deuxième sous-question de recherche, donc sur les caractéristiques des exploitations agricoles qui adoptent les mélanges céréales légumineuses. Pour traiter cette question, j'ai utilisé les données du recensement agricole et j'ai travaillé sur un échantillon de 43 968 fermes qui sont représentatives des fermes françaises en grande culture, élevage et polyculture élevage. Et j'ai sélectionné 42 variables dans cette base de données à partir d'hypothèses faites dans la littérature sur les liens entre adoption de mélanges céréales légumineuses et type de production, pratiques agroécologiques ou d'agriculture de conservation, circuits de commercialisation et appartenance à des collectifs d'agriculteurs et agricultrices. J'ai dans un premier temps travaillé à l'échelle nationale, à hiérarchiser et sélectionner des variables parmi ces 42. Donc quand je parle de hiérarchisation, c'est parce que l'idée était de voir parmi ces 42 variables lesquelles étaient les plus importantes pour discriminer un groupe de fermes où on observe des mélanges d'un groupe qui n'en a pas. Et à partir de ces variables sélectionnées, je les ai donc interprétées à l'aide d'un arbre de classification. Et d'un autre côté, j'ai travaillé au niveau local, aussi à hiérarchiser ces 42 variables, mais dans trois zones. Donc une dans l'ouest, autour de la Loire-Atlantique, une dans le sud, autour de l'Aveyron, et une dans le Jura, autour de la zone est. Donc qui sont des trois zones où on a observé une augmentation des surfaces de mélange céréales légumineuses ces dernières années et qui ont des situations agricoles contrastées avec, par exemple, dans l'ouest, plutôt des systèmes mixtes avec à la fois des grandes cultures et de l'élevage. Dans le sud, plutôt de l'élevage extensif de type bovin ou ovin, viande et un peu lait. Et dans le Jura, plutôt de l'élevage de type bovin. Et ensuite, donc, ces deux étapes m'ont permis de comparer le niveau national et le niveau local pour voir s'il y avait des différences, des spécificités locales. Alors, concernant les résultats, ici, vous avez les résultats, donc le classement de l'importance des variables obtenues à l'échelle nationale. Donc, on voit que les variables les plus importantes vont être liées à l'agriculture biologique, au stockage de grains à la ferme ou à l'autonomie en concentré pour les bovins. Et on a d'autres variables liées, par exemple, au travail du sol ou encore une fois liées à la présence d'élevage ou au type de production. Et également une variable ici sur l'appartenance à une CUMA. Donc, à partir de là, j'ai sélectionné en fait les 10 premières variables pour les interpréter, puisqu'à ce stade, on sait que ces variables ont un rôle, mais on ne sait pas vraiment dans quel sens elles vont jouer en faveur ou en défaveur de la présence de mélanges céréales légumineuses. Donc, pour ça, j'ai utilisé un arbre de classification. Donc, comment cet arbre se lit? Eh bien, par exemple, si on est ici et qu'on a une ferme avec plus de 43% de sa SAU en bio, eh bien, cela signifie qu'on a une probabilité de 0,87 de trouver des mélanges céréales légumineuses sur cette ferme. Par contre, de l'autre côté, si on a moins de 43% de la SAU en bio, pas d'élevage bovin ou pas d'autonomie en concentré pour cet élevage, pas d'élevage ovin ou pas d'autonomie en concentré pour cet élevage et un stockage de grains à la ferme inférieur à 9,5 tonnes, eh bien, on tombe à une probabilité de 0,12 de trouver des mélanges céréales légumineuses dans la ferme. On note aussi ici l'importance de l'appartenance à une CUMA qui semble aussi augmenter les probabilités de trouver des mélanges céréales légumineuses dans les fermes. Maintenant, au niveau local, donc dans les zones ouest, est et sud définies, on a globalement retrouvé les mêmes caractéristiques qu'à l'échelle nationale avec l'agriculture biologique, l'autonomie alimentaire des ruminants et le stockage de grains à la ferme apparaissant comme les variables les plus importantes. Mais on a noté des spécificités dans la zone sud, donc avec le stockage de grains à la ferme qui arrive en première position et le bio qui arrive seulement cinquième, alors qu'à l'échelle nationale et dans les deux autres zones, le bio arrivait en premier. Et ça peut être lié au fait que, comme je disais, on est dans une zone d'élevage extensif et en fait, dans cette zone, il y a un travail depuis plusieurs décennies sur l'amélioration de l'autonomie alimentaire des fermes.
et donc l'adoption de mélanges céréales légumineuses depuis de nombreuses années en ce sens. Et ici, le stockage de grains à la ferme pourrait peut-être être un indicateur de stockage finalement d'aliments pour le bétail. Donc, en conclusion, sur ces caractéristiques d'exploitation, on a vu que l'agriculture biologique, le stockage de grains à la ferme et la présence d'élevage avec l'autonomie alimentaire associée Potiron, étaient fortement liées Xavier. à la présence de Join the mélanges meeting. céréales légumineuses. Et donc, c'est indicateur aussi de l'existence de débouchés ou d'utilisation autonome, c'est-à-dire sur la ferme, qui va favoriser l'adoption de mélanges céréales légumineuses. Et on a aussi vu que l'appartenance à une CUMA avait un rôle, et ça peut être lié au fait que les groupes d'échange locaux favorisent aussi l'adoption de pratiques innovantes en agriculture. Mais cette étude nous a permis d'identifier des liens de corrélation et pas forcément de causalité, et donc on s'est questionné sur le rôle de chacune de ces caractéristiques dans les processus d'adoption de la pratique. Et ça, du coup, ça nous mène à cette troisième sous-question de recherche sur les trajectoires d'adoption des mélanges céréales légumineuses. Donc, pour traiter cette question, on a déjà identifié un cas d'étude en fouillant dans diverses ressources, dans les bases de données, sur des sites internet de chambres ou dans la presse agricole ou autre littérature grise. Et on a finalement trouvé ce projet, APACH, pour Association de plantes en agroécologie dans le Châtel-Rodet, qui s'est déroulé entre 2015 et 2017. Et c'était un projet de recherche participative coporté par le CIVAM du pays Châtel-Rodet. Donc, pendant ce projet, il y a 8 agriculteurs qui ont testé différentes associations, dont des associations céréales légumineuses. Et ce projet a notamment gagné un prix, donc le Trophée de l'agroécologie en 2019, pour sa démarche collective. Alors, à partir de là, on s'est demandé comment la dynamique collective avait influencé les trajectoires individuelles pour l'adoption des mélanges céréales légumineuses et réciproquement, comment les individus avaient influencé la trajectoire collective sur ce travail mélange céréales légumineuses. Pour replacer un petit peu, donc à Châtellerault, on est dans le nord de la Vienne. Donc ça, on retrouve un des départements qu'on avait pris en compte dans la zone ouest dans la question précédente. Et ici, on a conduit donc des entretiens semi-directifs, un premier groupe d'entretiens qu'on a appelé cible auprès de 11 agriculteurs et agricultrices du CIVAM qui ont adopté les mélanges céréales légumineuses et des entretiens qu'on a appelés complémentaires auprès de 3 agriculteurs qui n'avaient pas adopté les mélanges céréales légumineuses et aussi en allant voir d'autres types d'acteurs comme une animatrice de groupe CIVAM, un technicien de coopérative qui Xavier intervenait sur Potiron. le territoire Join the ou des meeting. conseillères et conseillers de chambre d'agriculture, y compris dans d'autres départements pour trianguler un peu les informations. À partir de ces entretiens, on a reconstruit des trajectoires en nous appuyant sur le cadre défini par Moulin et collègues, qui, à partir d'un point initial, définit des phases de cohérence agronomique ponctuées de transformation. Et au sein de chaque phase, on peut avoir des modifications qui ne vont pas remettre en question toute la cohérence rencontrée ici. Donc, ce cadre-là, on l'a utilisé pour reconstruire la trajectoire collective autour des mélanges céréales légumineuses et les trajectoires individuelles pour les 11 agriculteurs-agricultrices qui ont adopté les mélanges. Sur les trajectoires individuelles, on a ensuite pu faire une typologie de trajectoire en identifiant des combinaisons de facteurs qui étaient communes entre les différentes trajectoires individuelles, ce qui nous a permis ensuite d'interroger le rôle du collectif dans ces trajectoires individuelles et inversement le rôle des individus dans la trajectoire collective. Et en revenant à l'échelle individuelle, on s'est aussi interrogé sur quelles étaient finalement les évolutions de la pratique des mélanges en lien avec les évolutions des exploitations. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de présenter tous les résultats de ces 5 étapes. Je vais me concentrer sur la partie typologie de trajectoire. On en avait identifié 3, mais je vais en présenter que 2 que je remobilise dans le dernier chapitre de résultats. Donc, la première trajectoire individuelle que je voulais vous montrer concerne 5 agriculteurs qui ont adopté les mélanges céréales légumineuses en suivant un processus collectif. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur leurs fermes respectives dans les années 80 à 2000 avec la création du CIVAM du pays Châtel-Rodet qui est intervenu en 1999. Et les 5 agriculteurs de cette trajectoire-là étaient parmi les membres fondateurs du CIVAM. Donc, dès qu'ils ont créé le CIVAM,
Il y a eu une première phase de cohérence qui consistait à rechercher de l'autonomie et l'économie sur les fermes. Et ça a commencé par un travail sur le blé tendre notamment. Donc, en groupe, ensemble, ils ont travaillé avec un technicien à apprendre à reconnaître les signes de maladie sur leur blé tendre pour arrêter les traitements systématiques de fongicides. Et donc, très rapidement, ce travail a mené à l'adoption de mélanges variétaux de blé avec l'objectif de réduire les maladies et donc les traitements fongicides. Et ensuite, cette recherche d'autonomie et économie, elle s'est étendue à tout le système d'exploitation. Donc, les éleveurs ont mis en place, par exemple, des prairies multi-espèces. La réduction d'intrants s'est étendue à toutes les cultures et tous les intrants, donc plus seulement le blé tendre et les fongicides. Et puis, il y a eu un début de diversification des cultures avec l'introduction de légumineuses pour notamment être un peu plus autonome sur l'azote ou les protéines pour les animaux. Et ensuite, il y a eu donc une première transformation qui a été la conversion à l'agriculture biologique. Donc à partir de là, la phase de cohérence consistait à rechercher des solutions pour une gestion de leur système en agriculture biologique. Et très rapidement sont apparus les mélanges céréales légumineuses, puisque, ils offraient une solution intéressante pour cultiver des légumineuses qui ont tendance à être assez sensibles aux maladies et donc difficiles à conduire en espèces pures en agriculture biologique. Et donc, les mélanges céréales légumineuses permettaient d'avoir des légumineuses qui étaient d'autant plus importantes quand on passe au bio pour les apports d'azote. Ensuite, j'ai identifié une deuxième transformation donc, qui concerne une diversification des activités de la ferme. Par exemple, un des agriculteurs qui était à la base céréalier, polyculteur et qui a introduit de l'élevage sur sa ferme. Et donc, ceci a mené à à une troisième phase de cohérence, mais que je n'ai pas tout à fait identifiée, puisqu'au moment des entretiens, certains des agriculteurs étaient en plein dans cette transformation, alors que je n'avais pas assez de recul pour définir vraiment une troisième phase. Donc, ce qu'on retient de cette trajectoire, c'est qu'elle est fortement liée à la trajectoire collective dans le sens où ce sont les fondateurs du groupe CIVAM qui sont concernés et que chacune de ces modifications progressives a été mise en place en fait avec un travail collectif sur le sujet spécifique. Donc ici, le collectif a eu pour rôle de donner un espace pour essayer de nouvelles pratiques ensemble et ça a été indispensable finalement pour pérenniser les nouvelles pratiques sur les différentes exploitations. Et aujourd'hui, ces 5 agriculteurs sont identifiés comme des experts dans le groupe sur les mélanges. La deuxième trajectoire que je voulais vous présenter, elle concerne cette fois 3 agriculteurs et agricultrices qui ont adopté les mélanges céréales légumineuses en agriculture biologique et en profitant de voies déjà ouvertes. C'est-à-dire que ces 3-là se sont installés plus tard, entre 2017 et 2019, sur leur ferme. Et dès lors, la ferme est passée en agriculture biologique avec l'adoption simultanément de mélanges céréales légumineuses. Ici, j'ai identifié également une deuxième transformation liées à la diversification des activités de la ferme. Donc, par exemple, un céréalier qui attendait au moment de l'entretien son matériel pour commencer son activité de paysan boulanger. Et donc, pareil, pas assez de recul pour définir vraiment la deuxième phase de cohérence, mais j'imagine que ça aura un impact sur le type de mélange cultivé. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est que cette trajectoire, elle est contractée par rapport à la précédente. Et ça a été possible parce que l'installation plus tardive a fait que finalement, elle est intervenue à un moment où il existait déjà des coopératives, par exemple en agriculture biologique, qui collectaient des mélanges céréales légumineuses, ce qui n'était pas forcément le cas pour les agriculteurs de la trajectoire précédente. Et ici, les mélanges céréales légumineuses étaient considérés comme une pratique de base à mettre dans le système et aussi en accord avec les visions personnelles des 3 agriculteurs et agricultrices sur l'agriculture qu'ils voulaient ou elles voulaient mettre en place. Donc ici, le collectif, il a été source de conseils finalement pour la pratique des mélanges, pour concevoir les différents mélanges et pouvoir se lancer assez rapidement. Et les 3 agriculteurs et agricultrices de cette trajectoire font aussi partie du collectif et participent activement sur d'autres thématiques comme les semences paysannes. Donc, en conclusion, sur ces trajectoires d'adoption, les mélanges céréaliers légumineux sont une pratique qui peut être difficile à implémenter et qui nécessite des phases de test plus ou moins longues. Et donc, ici, le partage d'expériences, de connaissances et le travail collectif permet vraiment de favoriser le changement de pratique en aidant finalement les agriculteurs et agricultrices à concevoir leur mélange et à ne pas se décourager face aux tests qui peuvent parfois être insatisfaisants.
Cependant, ces trajectoires ont été identifiées sur un collectif restreint et très localisé, ce qui pose question sur leur généricité et également sur les modalités de mise en œuvre de ces mélanges ailleurs. Et donc, ça nous mène à la dernière sous-question de recherche sur les modalités d'intégration des mélanges céréales légumineuses dans les exploitations agricoles et les impacts de ces modalités sur les dynamiques d'adoption qu'on observe à l'échelle des territoires. Donc, pour cette question, j'ai travaillé cette fois-ci sur deux zones. Vous reconnaîtrez deux des trois zones que j'ai déjà présentées tout à l'heure. J'ai choisi de me concentrer sur la zone ouest et la zone sud, puisque dans ces deux zones, on a l'impression qu'un département, donc ici la Loire-Atlantique et là l'Aveyron, ont été un petit peu moteurs, c'est-à-dire que les mélanges se sont développés dans ces deux départements un petit peu avant les autres, et on a l'impression qu'ils se sont diffusés autour au cours du temps. Donc, pour chacune de ces deux zones, j'ai défini un département cœur, donc la Loire-Atlantique dans l'ouest et l'Aveyron dans le sud, et des départements périphériques où on a l'impression que les mélanges se sont développés un petit peu plus tard. Pour travailler sur cette question, j'ai utilisé les données d'assolement données par le registre parcellaire graphique pour caractériser les dynamiques d'intégration des mélanges dans les exploitations et les territoires. Donc pour ça, j'ai déjà défini des indicateurs à partir du RPG. Alors j'ai calculé pour chaque ferme les parts de terres labourables cultivées en mélange céréales légumineuses pour chaque année de 2015 à 2022. Donc ça donne un tableau à peu près comme ça avec une ligne par ferme et dans chaque colonne la part de terres labourables cultivées en mélange céréales légumineuses. Et à partir de là, j'ai pu définir cinq premiers indicateurs, donc le nombre d'années où on a observé des mélanges, la première et la dernière année où on en a observé, et les parts de mélange cette première et cette dernière année. Puis j'ai calculé des régressions linéaires sur chacune des fermes, donc la part de mélange en fonction de l'année, pour définir trois indicateurs supplémentaires, la pente qui donne en fait la tendance globale, est-ce que ça augmente ou ça diminue au cours du temps, la somme des carrés des écarts à la moyenne et le maximum des résidus qui donnent des informations sur la variabilité dans le temps. Donc j'ai essayé de résumer tout ça sur un schéma avec des données complètement fictives. Mais donc on a en violet les parts de mélange céréales légumineuses sur les terres labourables de la ferme au cours du temps. Donc pour cet exemple-là, la première année, ce serait 2016, puisque c'est la première année où on a une part de mélange non nulle. Et puis on va jusqu'en 2022, puisque jusqu'en 2022, on a cette part de mélange non nulle. Donc on a tracé une régression sur ces 7 années où on a observé des mélanges, ce qui nous donne la pente et les résidus. Et à partir de ces 8 variables, ces 8 indicateurs, j'ai fait une analyse en composantes principales, puis un clustering hiérarchique sur ces composantes principales pour voir s'il y avait des corrélations entre ces 8 indicateurs et puis identifier des potentielles dynamiques similaires à travers les différentes zones étudiées. Donc, concernant les résultats, on a observé à travers les trois zones trois types de dynamiques. Je vais vous les présenter en illustrant avec les graphiques pour une zone, donc la Loire-Atlantique, qui est le département cœur de la zone ouest, parce que je ne vais pas avoir le temps de présenter tous les graphiques. Mais vous avez ici sur les histogrammes, donc ici, le nombre de fermes en fonction du nombre d'années où on a observé des mélanges. Ici, toujours le nombre de fermes, mais la première année où on en a observé et la dernière. À gauche, sur les boîtes, on a pour chaque type de dynamique la part de mélange dans la ferme la première et la dernière année. Et ici, le coefficient de régression selon les types, donc en fait la pente. Donc, le premier type de dynamique qu'on a observé, le type 1, qu'on a appelé essai, est caractérisé par une période courte d'adoption, puisque la plupart des fermes ont adopté sur une période inférieure ou égale à 2 ans. Et on voit qu'on a à peu près le même nombre de fermes qui s'y essayent et qui arrêtent au cours du temps. On remarque également qu'il n'y a donc pas de différence de surface entre la première et la dernière année d'essai. Et c'est corroboré aussi par un coefficient de régression qui est en moyenne nul. Le deuxième type qu'on a identifié, il est caractérisé cette fois par une augmentation graduelle des surfaces au cours du temps. Donc on le voit ici avec une différence significative de part de mélange sur les terres labourables entre la première année d'observation et la dernière, et par un coefficient de régression qui est positif. Et on voit aussi que c'est durable dans le temps, puisque la plupart des fermes adoptent pour au moins 5 ans, et qu'on en a la grosse majorité qui continue encore en 2022. Le dernier type de dynamique qu'on a identifié, cette fois, est caractérisé donc, par beaucoup moins de fermes.
on les voit presque pas en fait sur les histogrammes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce type-là, on a des surfaces plus élevées que dans les deux autres types dès la première année, puisque selon les zones étudiées, on a 36 à 61% des terres labourables consacrées au mélange céréales légumineuses dès la première année d'observation. Et on voit aussi que ça a tendance à augmenter puisqu'on a un coefficient en moyenne positif. Donc maintenant, comment ces différentes dynamiques observées dans différentes zones contribuent finalement aux dynamiques territoriales qu'on observe quand on regarde les cartes. Donc vous avez ici à gauche ce qui concerne la zone ouest et à droite la zone sud. En haut, les départements cœur, donc Loire-Atlantique et Aveyron, et en bas, les départements périphériques. Et en ordonnée, donc les parts de mélange céréales légumineuses sur les terres labourables dans chacune de ces zones en fonction de l'année. Donc, on voit déjà une augmentation globale des parts de mélange céréales légumineuses dans toutes les zones, mais dans les départements cœur, donc en haut, on observe que ces dynamiques sont plutôt portées par le type 2 avec l'augmentation graduelle, et on observe d'ailleurs un plateau ces dernières années dans les deux zones. Alors que dans les départements périphériques, eh bien, on a toujours cette présence de type 2 et également le plateau qu'on retrouve, mais le type 3 qui représente de plus en plus de surface, alors qu'il ne concerne que 5 à 14% des fermes selon les zones. Donc le type 3 qui était caractérisé par une part de mélange déjà élevée dès la première année par rapport aux autres types. Et donc, ces différents types de dynamiques qu'on a observées, en fait, ils nous ont rappelé certaines trajectoires d'adoption qu'on avait déjà identifiées. Alors, par exemple, pour le type 2, qui était caractérisé par une phase d'augmentation puis un plateau, on a l'impression que l'augmentation, c'est la phase de test, où on teste des mélanges, et qu'une fois qu'on a trouvé le bon mélange, entre guillemets, il est maintenu sur les surfaces nécessaires pour les objectifs de production. Et ça nous fait un petit peu penser à la trajectoire A qu'on avait identifiée, où il y avait vraiment le test en collectif de la pratique de différentes proportions au semis, par exemple, jusqu'à stabiliser un type de mélange ou plusieurs. Le type 3, qui est donc là caractérisé par les parts élevées dès le départ, lui, il fait plutôt penser à une dynamique où on a une phase de test moins marquée, peut-être parce qu'il existe déjà des références précises pour concevoir ces mélanges. Et on voit que la dynamique dans les départements périphériques, qui est de plus en plus portée par ce type, en fait, elle confirme un petit peu cette idée qu'on avait de diffusion à partir des départements cœur, où on avait plutôt le type 2 qui était représenté. Et ça nous fait cette fois penser plutôt à la trajectoire d'adoption B, où on avait l'adoption de mélanges céréales légumineuses dès le départ sur la ferme, dès l'installation en agriculture biologique. Le dernier type, le type 1, qui était l'essai, il traduirait plutôt une phase de test infructueuse avant un abandon. Mais celui-ci, on ne l'a pas étudié dans les enquêtes alors qu'il pourrait permettre de compléter certaines connaissances sur les barrières à l'adoption. Et on se demande aussi si cet abandon qu'on observe, il est temporaire ou définitif. Pour terminer, je voulais présenter une partie de bilan et de perspective de recherche suite à ces travaux de thèse. Donc, pour commencer sur les apports de la thèse a permis de comprendre des dynamiques d'adoption pour identifier des réponses aux freins rencontrés pour l'adoption des mélanges d'espèces et de variétés. Donc, j'ai remis ici les freins que je vous ai présentés en introduction. Un premier résultat de la thèse, ça a été finalement la quantification des performances des mélanges en conditions agricoles réelles. Donc, la thèse a permis de produire des références dans une diversité de situations de production en France et également de montrer que les réductions d'intrants via les cultures associées étaient possibles si cela constituait un objectif pour les agriculteurs et agricultrices. Et donc ça donne des éléments de réponse aux freins techniques identifiés. Un deuxième résultat de la thèse concerne l'identification de situations favorables à l'adoption et à la pérennisation des mélanges. Donc, on a vu que l'agriculture biologique et l'élevage, en lien avec les débouchés possibles pour les mélanges, notamment céréales légumineuses, étaient des situations favorables, ce qui répond un petit peu aux freins économiques qu'on avait identifiés. Seulement, ces deux situations-là ne sont pas suffisantes et on a vu l'importance des échanges entre pairs, le travail collectif et l'accompagnement pour pérenniser ensuite la pratique. Et donc là, on répond en fait, grâce à ces échanges, à des freins matériels et techniques.
Et enfin, les acteurs autres que les agriculteurs et agricultrices, donc de type coopérative ou industriel par exemple, ainsi que les politiques publiques, sont aussi porteurs de solutions pour lever les freins réglementaires liés notamment au process de transformation par exemple. Sur les apports méthodologiques de la thèse, donc en fait, on a identifié dans la littérature tout un champ d'études liées aux pratiques innovantes, comme les mélanges d'espèces ou de variétés, qui mobilisent plutôt des méthodes qualitatives développées pour des approches locales, donc de type track aux innovations ou études de logique d'action. Et un autre gros champ de la littérature sur l'étude de pratiques aux échelles territoriales où là, on va plutôt utiliser des approches quantitatives ou mixtes avec des bases de données spatialisées souvent. Et pour cette thèse, on avait besoin finalement de combiner ces deux aspects pour étudier les dynamiques d'adoption d'une pratique innovante à l'échelle des territoires. Et donc, pour revenir sur la démarche, finalement, on a utilisé les enquêtes de terrain et les bases de données qui, conjointement, ont permis de quantifier un certain nombre d'impacts et d'identifier des conditions favorables à l'adoption et la pérennisation des cultures associées. De leur côté, les enquêtes de terrain ont permis plus spécifiquement de vraiment comprendre les logiques qui menaient à l'adoption des cultures associées et d'apprécier de manière fine l'évolution des pratiques dans les exploitations, même si je n'ai pas eu le temps de le présenter ici. Et les bases de données sont aussi complémentaires dans le sens où, en plus de participer à ces deux aspects-là, permettent d'identifier des cas d'études, donc par exemple le type 1 qu'on a identifié dans les bases de données et qui pourrait être intéressant de réétudier via des enquêtes de terrain pour mieux comprendre. Et enfin, donc, cette démarche qu'on propose ici est aussi reproductible pour d'autres pratiques, si on veut étudier l'adoption d'autres pratiques plutôt innovantes, du moment qu'elles sont étudiables dans les différentes bases de données qui existent. Concernant les limites de la thèse et les perspectives de recherche, donc pour les limites de manière générale, on a eu des difficultés finalement pour identifier des cas d'études puisque les mélanges restent assez rares. Donc on a peu de cas qu'on a pu identifier dans les bases et on a fait des enquêtes finalement sur un assez petit échantillon. Et puis on a aussi le problème que tous les types de mélanges ne sont pas identifiables dans les bases qu'on a utilisées. On a aussi une différence de temporalité entre les bases de données et le terrain. Donc, en ce sens, les bases et le terrain sont complémentaires, mais cela peut aussi limiter parfois les interprétations et demander à les mettre à jour. Et enfin, pour les enquêtes de terrain, finalement, on a eu une démarche inductive qui n'était pas forcément prévue, ce qui fait que les entretiens qu'on a pu mener ont évolué entre le début de la période d'entretien et la fin, et qu'on n'a pas forcément pu s'entretenir avec tous les acteurs qu'on aurait voulu. Maintenant, concernant les perspectives, donc entre le système d'exploitation et le système de culture et l'exploitation, il serait intéressant d'étudier l'intégration des mélanges donc, dans les successions de cultures, donc de manière temporelle et pas seulement les assolements comme on l'a fait. Par exemple, en complément de quelle culture ces associations arrivent-elles et quels sont les effets qu'on peut en attendre sur les productions à différentes échelles. Et ça, c'est notamment un élément dans la suite du projet Mobidiv. Entre l'exploitation et le territoire, donc j'ai déjà mentionné ces trajectoires d'essai-abandon qu'on a pu identifier. Eh bien, il serait intéressant d'essayer de mieux les comprendre à partir d'une étude qualitative. Et puis d'approfondir également le lien avec le territoire et les filières, puisque les politiques publiques et les filières peuvent avoir un rôle déterminant pour l'adoption et surtout la pérennisation des cultures associées. Et ça, c'est notamment traité dans le projet Intercrop Values. Donc voilà, pour terminer, je voulais juste remercier tous les collègues de Alba, c'est Mobidir, et surtout aussi Baptiste Coupery et Sophie Agostini que j'ai pu encadrer en stage. Voilà, merci.